On a le plaisir maintenant donc d'accueillir donc Géraldine Cauchy avec une intervention qu'elle a nommée donc ressources locales et matières disponibles, les paradoxes de la mondialisation, l'exemple de la filière laine de Creuse. Et je trouvais que là aussi peut-être du coup sur cette question peut-être du capitalisme, là il y a une autre notion qui apparaît, c'est la question de la mondialisation, et quid aussi du coup des systèmes productifs ou de la matérialité de nos réalisations quotidiennes dans cette économie mondialisée. Et donc pour rapidement présenter Géraldine le temps qu'elle s'installe, donc elle est diplômée de géographie, urbanisme et développement local, et donc elle assure la direction de l'ENAMAC depuis 2010, et donc au sein de cette association, elle est plus particulièrement en charge du volet du développement économique de la filière, donc la filière laine, en articulant des projets complémentaires de mise en visibilité des savoir-faire des entreprises artisanales et créatives qui la composent. Et là, je voulais juste rappeler aussi, pour rebondir 2 minutes, sur l'articulation très forte aussi entre société paysanne et société artisanale, et que c'est aussi là un enjeu ici de peut-être réfléchir à cette articulation, et quid aussi de la filière créative dans ces deux sociétés, et est-ce qu'il existerait une société créative comme il existe une société paysanne, une société artisanale. Et donc, même bien si elle est originaire de région parisienne, son engagement, c'est d'œuvrer pour les territoires peu denses, soumis à de fortes contraintes naturelles, et donc on comprend en creux que la Creuse est peu dense, mais elle est soumise à des contraintes naturelles, et donc on va voir ça au sein de l'exemple de l'ENAMAC que tu portes. Je te remercie. Merci. Donc ça va être une présentation beaucoup plus pratique, pragmatique. Je ne suis pas universitaire. On est sur l'exemple d'une filière laine, donc ça va être très concret. N'hésitez pas à poser des questions. Je vais tout de suite vous emmener dans cette filière laine à différentes échelles. On va parler juste sur une slide de l'échelle nationale. Ensuite, on va s'intéresser à l'échelle régionale. Puis, on s'intéressera à l'échelle locale, donc sous-entendu l'échelle départementale. Donc, juste pour que vous compreniez la prégnance ou non de notre filière laine sur notre territoire, savoir qu'à l'échelle nationale, on a, en termes de volume, environ 7 millions d'ovins. Donc, ce n'est pas les derniers chiffres, et ce sont des chiffres qui sont en baisse. C'est vrai que le mot effondrement est vite tentant dans toutes nos thématiques, mais on est clairement sur un effondrement du troupeau ovin européen, avec un volume de laine produit d'environ 2 kg par brebis, donc on multiplie par 2 pour connaître le volume de laine, donc on parle de 14 000 tonnes de laine à l'échelle française. Je vous dirai un peu plus tard ce que nous en faisons, puisque toute la question pour nous, c'est d'avoir cette sensation d'une matière disponible à l'échelle locale, à l'échelle nationale, mais finalement cette incohérence et cette indisponibilité finalement d'une matière qui est autour de nous. Donc si je recadre, à l'échelle maintenant de la région Nouvelle-Aquitaine, vous voyez qu'on produit environ 2300 tonnes de laine par an, avec 1,15 million d'ovins, environ 16% donc du cheptel national. A priori, on est plutôt à 20% actuellement. Ça a peut-être moins baissé chez nous que sur d'autres territoires. Et on a une large prédominance en termes de production ovine d'un département, celui des Pyrénées-Atlantiques, donc Pays Basque et le Béarn réunis, puisque vous allez le voir, mais ils ont une production laitière très importante, et finalement les autres départements produisent une petite moitié de cet ensemble. Donc en termes de cartographie, vous voyez que ça donne finalement deux grands territoires, l'extrémité nord, l'extrémité sud,
finalement par la présence des massifs montagneux que vous reconnaissez, donc les Pyrénées tout au sud et le Massif central au nord-est de cette carte, et ce qu'on appelle un grand bassin allaitant, le grand bassin allaitant ouest français, qui est le plus important de France, finalement qui lui se situe en plaine, et c'est tout le vivier au nord-ouest que vous voyez sur cette carte. Et donc là on est sur des races bouchères, puisque petit rappel, donc soit nous élevons en France le mouton pour son lait, soit nous l'élevons pour sa viande, et depuis très longtemps nous n'élevons plus les moutons pour la laine, ce qui est encore possible dans certains pays comme l'Australie, Nouvelle-Zélande, sur des qualités mérinos extrêmement fines et du coup bien payées. On peut parler de 10 $ le kilo, alors que nous on va être sur des prix, j'en parlerai un peu après, mais dérisoires. Donc c'est vraiment, je vais employer le mot un peu dur, mais de la carcasse viande et sa valorisation qui va permettre à l'éleveur ovin de pouvoir vivre de son activité au-delà de la PAC, bien évidemment. Donc après, si on zoome, en fonction des terroirs et des territoires, on va avoir des races ovines bien distinctes. Simplement, on peut faire une caricature avec deux types de races principales. Les races qu'on dit rustiques par rapport aux races qu'on dit croisées. Donc vous voyez qu'on a une vingtaine de races ovines sur ce territoire, et ça ce sont les races où en termes de volume, on a déjà un volume minimum. Il y a bien sûr plein d'autres races sur le territoire au gré des éleveurs et au gré des croisements. Ce que je tiens à vous dire, c'est que là vous avez l'impression que dans un élevage on a une race ovine bien singulière. Ça n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'endroits, en tout cas surtout sur le bassin allaitant, sur toutes les races ovines qu'on dit croisées, elles sont principalement aussi élevées en croisement. Donc je ne sais pas si vous comprenez ou pas, mais en gros, un éleveur va avoir en première génération une race, pourquoi pas dite pure, et encore, c'est pas forcément vrai. Il aura pu déjà acheter des agneaux qui seront croisés. Et après, ça sera tout l'art de l'éleveur ovin par rapport à ses objectifs en termes de vente et de ses marchés. Il va introduire des béliers. Vous voyez que depuis tout à l'heure, en fait, je parle, quand on parle d'effectifs, on parle des brebis, qui est bien sûr la principale, c'est la femelle qui est présente dans tous ces troupeaux. On n'a que quelques béliers par-ci par-là qui vont être présents pour le moment de la lutte et qui vont permettre de donner des caractéristiques aux animaux qui sont rarement des caractéristiques liées à la laine et qui sont à 99,9% des caractéristiques qui sont liées soit à la viande, soit au lait, soit quand même aussi dans les brebis rustiques, il y a une forte attention qui va être portée aux critères maternels et à la capacité à la femelle de bien s'occuper de ses petits, voire de s'occuper bien de deux petits, puisque on peut aussi avoir voilà. Donc ça c'était ce que je voulais vous dire. Donc en gros on a un troupeau qui est globalement croisé sur tout le bassin allaitant, et donc on ne peut pas vraiment clairement savoir combien il y a on a une idée grâce aux organismes de sélection de combien il y a de moutons vendéens en race pure. On n'a aucune idée, ou en tout cas c'est compliqué de se demander quels sont le nombre de moutons vendéens croisés avec les rouges de l'Ouest, alors que pourtant c'est bien cela que nous avons sur notre territoire. Donc je voulais juste vous apporter cette nuance parce que ça sera très prégnant ensuite sur la filière laine de Creuse. Donc si on met en parallèle la filière textile de Nouvelle-Aquitaine, vous voyez qu'en termes de répartition géographique, sans que ce soit fait exprès, ou peut-être par l'histoire et le patrimoine et la ressource locale, on a cette impression que quand même on a une répartition assez similaire entre une extrémité sud et une extrémité nord. Donc bien sûr qu'il y a une corrélation
Je dirais en termes de patrimoine, ça serait moins évident aujourd'hui en termes d'installation, mais en tout cas, on a cet héritage avec, je dirais, une vingtaine de secteurs d'activité, une douzaine de secteurs d'activité vraiment clés, soit ils sont importants en termes de volume et en termes de représentation économique, soit ils sont très symboliques parce que très patrimoniaux. Et généralement, ils se dénotent par un label dont je vais vous parler juste après. Si je reviens sur ces bassins historiques, on a la Dordogne et la Charente autour de la Charentaise et justement le label indication géographique qui s'applique à cette Charentaise, donc qui n'est pas qu'en Charente. Et ça pose d'ailleurs souci sur plusieurs produit sur ce label indication géographique. Il est assez fluide et cohérent tant que le label est à une échelle départementale. Dès que vous êtes sur plusieurs départements, vous pouvez avoir conflit. Donc là, en l'occurrence, la Charentaise est sur 2 départements. Elle n'est pas si simple en termes de gestion collective, mais il faut imaginer que c'est 2/3 de la fabrication française. Donc c'est assez énorme. Il y a 300 000 charentaises produites annuellement en France et on en produit 200 000 en région Nouvelle-Aquitaine autour de 2 entreprises et la 3e entreprise est en Bretagne. On a ensuite le secteur de la Creuse avec le tapis, la tapisserie d'Aubusson que nous à l'ENAMAC on connaît bien puisque c'est nous-mêmes, c'est l'ENAMAC qui porte l'indication géographique sur le tapis, la tapisserie d'Aubusson. Nous venons de ce territoire, nous sommes localisés à Felletin. Je rappelle qu'au-delà du tapis de la tapisserie d'Aubusson, on a aussi de la moquette. Il est, pourquoi pas, dans les questionnements d'avoir aussi élargissement du label IG sur la moquette. En tout cas, ce sont 3 produits fortement liés à ce département de la Creuse. Et puis, peut-être dernier savoir-faire emblématique, autour du béret basque, qui lui aussi devrait être couvert par une indication géographique assez prochainement. Je ne rentre pas dans le détail des IG, mais si jamais vous avez des questions par rapport à ça, je pourrais y répondre, puisque je répète, c'est un des champs de spécialisation de notre association. Et donc, justement, le béret basque, lui, comme l'IG charentaise, est à cheval entre le Béarn et le Pays basque, donc ça peut poser souci entre les entreprises. Mais donc vous voyez qu'il y a des concentrations et sinon sur le reste des secteurs d'activité, finalement une répartition un peu plus disséminée. J'attire aussi votre attention peut-être sur nos capacités en aiguilletage qui est intéressante, qui est notamment liée à la transformation du bois. On a une des entreprises, pas loin d'ici d'ailleurs, qui va être liée à un gros groupe qui s'appelle Gascogne Paper. Et donc, on a vraiment le lien entre le bois, finalement, et la transformation de la laine aussi sur notre région. Là, c'était juste une autre manière de vous montrer finalement l'impact de cette filière, mais par rapport au nombre d'emplois. Donc vous voyez, comme je le disais, que le chaussant est majeur. Le tissage l'est également. Donc là, c'est tout tissage confondu. On a du tissage manuel avec le tapis, la tapisserie d'Aubusson, mais on a aussi du tissage mécanique sur la région. La chapellerie qui inclut notamment le béret basque. La literie et matelasserie qui est un secteur peut-être en termes de masse salariale pas si important, mais qui est le plus gourmand en termes de volume de laine, donc l'un des plus intéressants pour notre filière. Et le travail du feutre que je venais de signaler avec son rapport à la ressource naturelle qu'est le bois. Et pourtant, là je reviens à l'échelle nationale, mais il faut imaginer le même genre de chiffres à l'échelle locale. Et pourtant, plus de 50% de la laine brute exportée, donc en 2019, 70% à destination de la Chine. Il y a eu un effondrement entre-temps avec la crise Covid, mais qui n'a pas permis de passer de 70% à la Chine à l'Europe, pas du tout. Et d'ailleurs, quand vous voyez le chiffre de 50% de laine brute
exporter, vous vous dites peut-être « Ah, mais on a quand même 50% pour nous ». Mais pas du tout. C'est une laine qui est donc non exportée et bon, peut-être valorisée dans des applications techniques. On le souhaite le plus possible. J'ai malheureusement pas le détail de ce chiffre. Mais donc c'est aussi une laine, comme vous le voyez écrit, qui est détruite et qui est réellement détruite, qui est une source de gêne pour l'éleveur. Ils ne savent pas comment s'en débarrasser. Et un critère aussi de bascule qu'on a eu dans la filière laine française, c'est à partir du moment où on s'est dit le coût de la tonte ne paye plus, le prix de vente de la laine ne paye plus le coût de la tonte. Donc ça, c'est fini depuis déjà quelques années. Et donc, vous avez beaucoup d'éleveurs qui n'ont plus du tout de collecteurs de leur matière, et donc une matière qui finalement va être délaissée au bout d'un champ, voire brûlée, et ça brûle très mal, voire enfouie, avec un gros problème actuellement de réglementation française, puisque l'éleveur, officiellement, n'a pas le droit de manipuler sa laine, puisque c'est considéré par une réglementation sanitaire européenne comme une matière potentiellement dangereuse, porteuse de maladies. Donc aujourd'hui, on se retrouve coincé avec une matière, donc je répète, qui paraît disponible. Elle est même, bien sûr, disponible pour l'éleveur, mais non. L'éleveur lui-même n'aura pas le droit de manipuler sa matière première. Alors, ce n'est pas une réglementation qui est parfaitement respectée, et tant mieux. Elle est mal respectée à l'échelle européenne parce que concrètement, aujourd'hui, il y a un lobbying pour essayer de transformer cette réglementation qui est venue vraiment mettre encore davantage en souffrance ce secteur agricole qui clairement s'effondre, est en train de disparaître à l'échelle de la France et de l'Europe. Je m'excuse d'insister un peu sur ces termes, mais nous, au niveau de l'élevage ovin, on pense que dans 20 ans, on aura une diminution de 50% du nombre d'élevages, mais pas que d'élevage, a priori, de l'effectif ovin lui-même. Donc ce sont des chiffres qui restent à vérifier. Peut-être qu'on aura ce phénomène de grands élevages, peut-être, mais a priori pas vraiment, puisque comme vous allez le voir, le plus gros du troupeau ovin est constitué de petits effectifs. Mais ça fait partie des analyses que je vais partager avec vous dans un instant. Donc aussi vous rappelez que les Asiatiques sont malins, c'est-à-dire qu'au départ, ils faisaient que nous racheter des laines brutes, ils les lavaient, ils avaient la pollution chez eux, ça arrangeait tout le monde, et ils nous renvoyaient de la matière première plus facile à exploiter, donc du fil, qui était du coup... qui nous arrive en France à 6-7 euros. Donc, faut imaginer que nous, si on veut finalement acheter de la laine en France, on va essayer de l'acheter à environ 1,50 €. Ensuite, on va vouloir la laver, ça va nous coûter 4-5 euros. Donc là, on est juste au lavage, alors qu'elle nous revient en fil. Donc, ça a été collecté, lavé, parfois blanchi pour être parfaitement propre et facile à être teint après. Je laisse Charlotte nous en parler tout à l'heure, mais qui est l'une des sources aussi, l'une des étapes très polluantes dans notre filière textile, le blanchiment. On a aussi des étapes au niveau du lavage qui peuvent être plus ou moins polluantes. Donc je dirais un peu cyniquement que ça nous a tous bien arrangé d'externaliser cette pollution. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve, avec des fils qui nous reviennent très peu chers. Donc c'est toujours très arrangeant pour notre filière aujourd'hui. Donc comment faire pour finalement remonter des filières locales? Et surtout, le phénomène de ces dernières années, c'est que les produits ne reviennent de moins en moins en fil et reviennent de plus en plus transformés. Et c'est-à-dire que nous sommes totalement... finalement couper notre ressource première et parfois nous recevons directement
tous les produits que nous achetons. Au départ, c'était peut-être simplement quelques coussins, quelques plaids, quelques tapis, et puis finalement, tout le textile, les vêtements, et finalement tous les secteurs d'activité que je vous ai montrés avant ont été investis et sont de plus en plus investis par différents pays du monde. On pointe l'Asie, mais il y a d'autres foyers, et notamment le foyer turc qui a été très boosté par la crise du Covid. Et donc on a actuellement aussi beaucoup de fils à retordre à cause de la concurrence turque qui a eu lieu, même si elle-même est un peu bousculée en ce moment. Je ne sais pas si vous avez des questions au fur et à mesure, sinon je vais continuer. Et maintenant, je vais partager avec vous directement l'analyse. Justement, qu'est-ce qui fait que c'est compliqué de valoriser cette laine qui paraît disponible. Je finirai par nous, ce qu'on essaye de faire à notre échelle à l'ENAMAC. Je ne dis pas, je vous partage un constat très critique. C'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire, mais c'est pour vous montrer plutôt la complexité de tout cela. Donc pourquoi c'est compliqué de valoriser nos laines françaises? Parce qu'elles sont, critère numéro 1, elles sont difficiles à industrialiser, à massifier. On parle, aujourd'hui c'est très amusant, c'est qu'il y a un espèce d'effet de mode sur la filière laine. Il y a beaucoup de territoires qui s'y intéressent, et le premier mot qu'utilisent la plupart des structures économiques qui se disent « Ah mais oui, on a de la laine, mais utilisons-la », c'est on va caractériser le gisement. Alors oui, là tout de suite, on rebascule dans une matière un peu morte alors qu'on était sur une matière vivante, comme si la laine était un gisement auquel on n'avait jamais pensé. Ben si, on y a pensé, mais elle a des obstacles, elle a des freins à cette industrialisation, à ce gisement un peu inerte. Grâce à son extrême richesse, on a 60 races ovines en France, et c'est beaucoup, c'est même énormément. Alors qu'on a des territoires au bout du monde qui ont su massifier leur filière laine parce que parfois ils étaient sur une monorace extrêmement bien balisée, conforme et donc plus facile à industrialiser. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on parle de 4 grandes typologies de laine. Si là on s'attache à la finesse de la matière, donc sur la laine on s'exprime en microns. Et on a des micronages compris entre 18 et 45 pour faire simple, et en gros on dit qu'on a des laines fines entre 19 et 22 microns, des laines semi-fines entre 23 et 25, et ainsi de suite avec nos races croisées et nos races rustiques qui vont être au-delà de 30 microns. Et donc en France on aura cette diversité de finesse. Donc ce sont des diversités de finesse à l'échelle d'une race, mais à l'échelle de chaque animal. Donc là, bienvenue dans le monde de la valorisation des ressources naturelles. C'est que c'est très variable, et c'est variable donc d'une race à l'autre, d'un troupeau à l'autre, d'un animal à l'autre, et sur la toison. Donc vous êtes tout de suite dans de l'hétérogénéité et de la variabilité, parce que la variabilité va aussi dépendre du climat. C'est un peu comme le vin, vous avez des bonnes années, vous avez des mauvaises années. Ce sera exactement pareil sur la laine. Donc vous allez penser maîtriser une filière et bing, vous avez le changement climatique, et donc forcément, par exemple, ou un été très pluvieux, eh bien en fait ça va impacter votre matière, ça va aussi impacter parfois la couleur de votre laine qui va être plus ou moins blanche ou jaune. On parle de jaune, elle n'est pas réellement jaune, mais elle va avoir des teintes qui vont être plus difficiles ensuite en termes de teinture. Décidément, il faut vraiment que tu en parles, Charlotte, après. Ensuite, la taille des cheptels, donc j'en parlais tout à l'heure. Nous, on a très peu de gros troupeaux ovins. Donc vous voyez qu'en France, il y a 220 exploitations, et soit 1% des troupeaux à l'échelle nationale qui sont composés de plus de 1000 brebis. Donc je vous laisse imaginer la suite, c'est-à-dire que ce que je vous mets en bas, on a environ 84%
des exploitations qui ont moins de 200 brebis. Donc on multiplie forcément les lieux de tonte, puis les points de collecte. Et en plus, comme vous l'avez vu par exemple à l'échelle de notre région, finalement, automatiquement, assez naturellement, les troupeaux ovins qui restent en France sont localisés dans des zones de montagne. Donc forcément, la collecte va être plus complexe. Ensuite, je voulais vous mettre en avant les défis financiers. Donc, j'en ai un peu parlé. Enfin, j'ai parlé de cette concurrence à l'échelle internationale. Vous avez la complexité de cette filière. Donc, ça, c'est l'exemple d'une des filières laine, c'est-à-dire sa filière textile. On peut valoriser la laine en filière non textile. C'est également possible, mais c'est aujourd'hui plutôt, enfin en tout cas sur toutes les trois premiers groupes, les trois premières classes de laine, c'est-à-dire fine, semi-fine, croisée, on va possiblement passer toutes ces laines dans une filière textile. La filière textile n'est pas en capacité d'engloutir la production de laine française, donc on a besoin aussi d'autres voies de valorisation. Mais c'était pour vous donner l'exemple de cette filière. Nous, les NAMAC, on est spécialisés sur le textile, donc ça nous était aussi plus facile. Et ce schéma est une extraction de notre plateforme qui s'appelle lanatech.fr pour peut-être les quelques étudiants qui vont se trouver une affinité avec la laine. C'est vraiment une plateforme qui se veut plateforme de ressources. Vous y trouverez plein d'informations et notamment ce schéma filière qui vous permet de réaliser la complexité de transformation de la laine. Vous voyez l'élevage, la tonte, le tri, le lavage. Là, on n'a même pas atteint la première transformation. En fait, on parle vraiment de l'amont avant la première transformation qui va démarrer. En fait, la bascule va s'opérer au moment du lavage. Jusqu'au lavage, on a une matière agricole. À partir du lavage, on a une matière industrielle. Et donc là, on va passer dans cette première transformation avec l'accès à une matière transformée, mais qui n'est pas un produit fini. Je parle là du fil, de la nappe cardée, du ruban peigné ou de la nappe tout court qui va passer par exemple en macasserie. Et ensuite, vous aurez donc la deuxième transformation qui va vous permettre finalement là d'avoir tout ce que vous connaissez, ce qui nous habille, donc avec toutes les transformations de tissage, de tricotage, de feutrage et des transformations un peu plus rares comme la dentelle, la broderie, la passementerie. Bref, la teinture arrive, elle, c'est un peu le mouton noir, elle arrive à plein de moments différents possiblement dans ce schéma. Donc juste vous dire, la complexité de la filière. Donc quand on dit on va relocaliser la filière textile en France, oui, mais c'est tout ça. Et donc des outils, des équipements spécifiques pour chacun de ces chaînons et surtout de la main-d'œuvre compétente, puisque aujourd'hui, avec notamment le baby-boom, on observe on va dire qu'il y a des risques assez importants sur certains métiers, des chefs d'atelier par exemple qui ne sont pas forcément doublés et qui vont arriver ça a déjà commencé mais ça va encore durer pendant une quinzaine d'années, mais avec des postes clés qui ne sont pas forcément doublés à temps et donc des compétences. On parle de filière d'excellence, on parle de luxe à la française, mais attention, on est sur une filière à risque qui a été fragilisée et donc parfois il paraît simple d'arriver avec des grosses subventions et de réouvrir une nouvelle usine, mais l'enjeu majeur pour nous, et c'est ce qu'ont connu les Chinois avant nous, c'est la main-d'œuvre compétente. Et peut-être qu'on sera surpris demain de voir dans nos usines finalement des Chinois qui viendront nous former parce que nous, on leur a transmis
nos compétences il y a une trentaine d'années et aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui sommes en train de perdre nos compétences. Ensuite, rappeler que ce sont des installations gourmandes en investissement, en ressources en eau, en énergie. Ça aussi, je pense qu'on aura d'autres témoignages sur ça aujourd'hui. Et puis, dire aussi que c'est une filière textile, toujours, dangereuse. Donc, les installations nécessitent aussi de lourds investissements pour être aussi aux normes du droit du travail et risquer le moins de dangers possible pour les personnes qui accepteront de s'investir dans cette filière. Et encore aujourd'hui, de faibles coûts de transport, donc des coûts cachés, des coûts énormes pour notre environnement, mais cachés d'un point de vue économique, qui ne rendent pas encore attractif de relocaliser toutes ces étapes en France. Le coût de notre main-d'œuvre. Voilà, donc après, je vais quand même parler du positif. À la fois les opportunités et les urgences de relocalisation. Là aussi, le Covid, qui, je dirais, comme tout moment de crise, ce sont aussi des moments d'opportunité. Jusqu'à présent, nous, les NAMAC, quand on essayait, on existe depuis une quinzaine d'années, au départ, on pensait que le seul argument pour motiver des chefs d'entreprise à acheter des laines françaises aurait été le critère du Made in France. Alors ça, on a très très vite compris que ce n'était pas du tout l'argument majeur à cause de la longueur et la complexité de cette filière que je viens de vous expliquer. Quand déjà vous êtes une magnifique entreprise EPV, entreprise du patrimoine vivant, que vous avez le label indication géographique sur votre produit et que vous emportez pendant des minutes ou des heures votre client sur, par exemple, la tapisserie d'Aubusson, avant que vous compreniez la complexité de tout ce qu'il y a eu avant et que vous ayez compris si chaque étape était réellement Made in France, eh bien, il y a peu de chances. C'est un discours de spécialiste. Donc, rapidement, le Made in France, sans parler en plus, je ne sais pas si c'est abordé en cours ou pas, mais notamment label Origine France Garantie ou tout ce courant du Made in France, vous avez le droit, il autorise finalement dans le cahier des charges à faire très peu d'étapes en France. Donc on a voulu rapidement se dégager d'un discours Made in France et plutôt mettre à profit l'accès sécurisé à une matière première disponible sur place où il est possible de rencontrer les acteurs et d'améliorer ensemble la qualité de son sourcing. Ça, pendant le Covid, c'est devenu, et aujourd'hui, c'est clairement un discours entendable par des chefs d'entreprise, et c'est sur ça que nous agissons, et nous avons un levier opportun d'action avec aujourd'hui des chefs d'entreprise, puisque le Made in France est assez limité, et vraiment, j'insiste sur le fait que les commerciaux, si déjà ils ont englouti tout un savoir-faire, que ce soit la tapisserie d'Aubusson ou même de l'aiguilletage, n'auront pas le temps de maîtriser l'ensemble des étapes préliminaires. Ensuite, eh bien, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on est face à un défi d'un troupeau ovin qui est en diminution dans de nombreuses parties du monde. Je ne sais pas si vous avez vu le très récent documentaire sur Arte, je ne l'ai moi-même pas vu, mais il est urgent que je le regarde, où on voit que justement Ikea déforeste la Suède et ont l'obligation de reforester en Nouvelle-Zélande, et finalement le troupeau ovin néo-zélandais est en train de diminuer. Alors on pourrait se dire chouette, parce que finalement en Nouvelle-Zélande, on a des troupeaux ovins et des qualités de laine assez ressemblantes à ce qu'on peut avoir en France. On a plutôt le mérinos en Australie. On croit toujours qu'on achète du mérinos quand on importe des laines en France. C'est absolument pas vrai. On a plutôt des laines un peu comme les nôtres, voire un peu jarreuses, donc avec des poils drus qui se cachent dans la laine. Par contre, ce défi, on l'a également à l'échelle nationale, donc c'est une opportunité, mais j'aurais aussi pu le mettre de l'autre côté en obstacle. Ensuite, la prise de conscience des consommateurs et des entreprises. Ça, c'est quand même
un point hyper positif sur lequel il faut qu'on s'appuie, parce que ça, il y a 15 ans, on avait quelques consommateurs qui étaient intéressés, quelques chefs d'entreprise. Là, je dirais que quasiment tout le monde a pris conscience de son impact, mais on a le porte-monnaie juste en face de notre conscience, et c'est pas toujours la conscience qui permet de faire ses choix. Et je terminerai par l'opportunité de réseaux d'acteurs qui sont structurés, donc comme notre association. Il y en a d'autres et il y en a de plus en plus. Et ça, je le vois d'une manière très positive, c'est-à-dire qu'il y a des réseaux d'acteurs qui deviennent maintenant à nouveau spécialistes de la question de cette ressource naturelle, qui sont en train de recréer de l'expertise sur cette matière et de faciliter finalement le fait de pouvoir réaccéder à cette matière première. Donc ça fait partie des grands avantages qui existent. Enfin, il y a une structuration aux échelons locaux, c'est l'exemple de notre association. Même si notre association, je vais présenter un petit peu l'ENAMAC, je voulais le faire dans un deuxième temps. On agit à des échelles très variées parce que rapidement on s'est fait rattraper par le fait qu'on parle de la filière laine, mais vous avez compris qu'il y avait autant de filières laine qu'on a d'éleveurs quasiment, puisque chaque éleveur peut maîtriser une filière. Et on a aussi donc l'échelon national qui est en train de se structurer. Donc tout ça est un jeu d'acteurs assez foisonnant en ce moment, où on essaie aussi de trouver les meilleures complémentarités, de travailler en bonne intelligence pour que ce soit une opportunité réelle à l'échelle nationale. Donc ensuite, nous, les NAMAC, que faisons-nous une fois qu'on a fait tous ces constats? On a aussi agi en analysant tout cela. On n'a pas fait toute cette analyse et après, pour bien positionner, tout ça, ça se fait en même temps. On est une association de loi 1901, donc on porte les projets petit à petit. On a commencé tout petit avec une équipe salariée forcément réduite, puisqu'on avait moins d'un poste en 2010. L'association a été créée en 2009 et aujourd'hui on a la chance d'avoir 7 salariés, je le dis avec beaucoup de prudence, donc je suis la directrice de cette association. Je ne sais pas si on arrivera à tenir 7 salariés longtemps, on va dire qu'on a à peu près un équilibre clair à 4-5 salariés. Et donc comme je vous le disais, on rayonne à l'échelle de notre département, donc le vivier de nos adhérents est autour de ce réseau tapisserie, mais rapidement, il a été très intéressant pour des adhérents et des entreprises à une autre échelle. Et bien, quand elles ont constaté les outils que nous développions, c'était intéressant d'élargir notre échelle de travail. Et nous-mêmes, on a très vite considéré qu'on avait un tout petit jeu d'acteurs et qu'il était important dans nos territoires ruraux d'accepter de travailler à une échelle délocalisée. Sinon, on n'aurait jamais eu la taille critique pour mener nos projets à bien. Donc on est spécialisé sur la transmission de savoir-faire, le soutien aux entreprises, à condition que ce soit des entreprises engagées donc, sur cette relocalisation. On travaille donc sur la relocalisation en tant que telle, le pouvoir re-rendre disponible des laines locales. Et puis on va promouvoir cette filière laine. Alors là, j'ai la slide qui fait le plus mal à la tête. C'est pour maintenant, c'était pour vous réveiller, parce que vous commenciez à vous habituer un peu trop à ma voix. Donc ça, c'est l'ensemble des projets qu'on porte à l'ENAMAC. Et on a commencé par le projet Tout à gauche, c'est-à-dire le centre de formation. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir une trésorerie, tout simplement, dans cette association. En même temps que c'est encore aujourd'hui vraiment le cœur d'activité, c'est 100% de notre chiffre d'affaires. C'est environ 50% de notre activité, je dis ça depuis quelques années, mais bon, je pense que c'est quand même un peu... Enfin, je ne sais pas si c'est réellement vrai, est-ce que vous voyez le nombre de projets qu'on a à droite. Donc la moitié du personnel de l'ENAMAC, on a 3 salariés environ qui sont positionnés sur le centre de formation. Donc on forme plus de 150 artisans donc sur du fait main chaque année.
Et c'est indispensable pour nous pour pouvoir relancer la filière, de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, redonner de la compétence à l'échelle nationale. Voilà, donc pour le centre de formation. Ensuite, on va avoir un gros pan d'activité sur le développement économique, avec 3 outils principaux. Je vais commencer par Omailen. Donc ça, c'est un programme d'accélération d'entreprise qui nous permet, une fois qu'on a des bons, je dirais, techniciens qui sortent du centre de formation, et bien finalement pas les laisser dans la pampa en se disant que généralement c'est des gens qui ont été hyper intéressés pour soit se former, soit parfois tout arrêter, se reconvertir sur des métiers manuels, mais qui n'avaient pas du tout en tête la commercialisation. Et en fait, ils deviennent malgré eux chefs d'entreprise artisanale. Et donc nous, on va venir les aider pour endosser cette dure responsabilité d'être chef d'entreprise, alors que finalement, ils avaient juste le rêve du métier manuel. Donc, et ça, on les aide avec une approche collective et on va jusqu'à un événement showroom parisien qui s'appelle Omailen. Et on accompagne une quinzaine d'entreprises artisanales par an. On parle d'entreprises artisanales et créatives parce qu'on s'intéresse aussi aux designers, aux artistes et même aux jeunes manufactures de demain. Peut-être dernier point sur lequel j'insiste un petit peu, parce que je pense que ça peut vous intéresser. On a aussi décidé de mettre à disposition l'ensemble de l'équipement du centre de formation de l'ENAMAC. Donc on met à disposition tous nos équipements et on continue à équiper le centre de formation tout nouvellement avec notamment des équipements semi-industriels. On n'est plus seulement que sur de l'artisanat. On a longtemps pensé qu'on ne déborderait pas de ce cadre, mais on a eu finalement une opportunité de pouvoir investir en partenariat avec la Cité internationale de la tapisserie dans des équipements semi-industriels pour aussi essayer d'aider les artisans à pérenniser un modèle économique en acceptant aussi des commandes plus ambitieuses qui vont soit nécessiter des tailles d'ateliers plus importantes, soit un équipement particulier où on ne va pas remplacer totalement la main, mais on va faciliter le temps de production avec une petite mécanisation tout en ayant l'artisan qui reste maître de la technique manuelle. Donc ça, c'est localisé à Aubusson. Voilà, donc plusieurs projets, le label IG, la plateforme de sourcing Lanatech, l'engagement très prochain où d'ailleurs l'ENSA Limoges est toute conviée, donc le 3 avril, puisqu'on lance le cluster laine Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est l'engagement de l'ENAMAC à travailler à une échelle régionale. Moi, ce que je vous proposais en dernier point de cette présentation, c'était de zoomer sur la partie R&D sur la laine et finalement comment on a pu, nous, l'ENAMAC, s'intéresser à la revalorisation de laine locale. J'ai pas mis grand-chose. Donc juste avant, donc ça c'est la plateforme Lanatech. Peut-être je vais un peu vite juste pour vous dire qu'on a, donc c'est vraiment une plateforme de ressources. Je vous invite à y aller autant que vous voulez. On est en train de référencer les 60 races ovines françaises pour que chacun puisse avoir une idée en termes de finesse, de poids de toison, d'implantation, enfin finalement connaître notre patrimoine ovin français. On référence aussi des matières et les services incontournables de la filière laine française. Et notre objectif est de pouvoir peu à peu participer à la fois identifier ces matières un peu rares que certaines entreprises s'évertuent à développer et rendre l'accès plus facile. Justement, parce que finalement, c'est pas si simple d'identifier des matières 100% françaises. Et l'objectif de cette plateforme est de pouvoir, en toute transparence, indiquer à chaque étape. Donc, je parle toujours du même schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Et nous, Lanatech, on veut montrer à chaque étape qu'est-ce qui est français, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et finalement, la difficulté de Lanatech, au-delà du temps de travail de référencement, c'est aussi le temps d'interview de l'entreprise et aussi
le côté bas les masques, c'est-à-dire que l'entreprise doit accepter de nous divulguer chaque étape de sa filière, ce qui n'est pas forcément évident comme vous pouvez l'imaginer. Et donc là, il manque une slide, mais j'y ai pensé qu'hier. Je pense qu'on partagera sûrement la présentation. Je vous rajouterai 2 slides. Il y en a une que j'aurais voulu faire, c'était un schéma qui venait décomposer un prix, par exemple à l'échelle d'un pull. J'aurais pu vous montrer que le coût de la laine est d'environ 6% sur un pull. Donc se dire qu'on ne peut pas acheter des laines françaises parce que c'est trop cher, à la fois c'est oui, à la fois c'est non. Oui, on comprend à 2 pulls égales, s'il y en a un qui a eu la laine plus chère, il va être forcément moins concurrentiel, moins compétitif, comme on dit, mais 6%, ça veut dire qu'en termes de coût final, c'est pas tant que ça. Donc on croise les doigts pour que demain, il y ait de plus en plus d'entreprises qui acceptent d'avoir un peu moins de rentrée financière avec un peu plus de coûts sur la matière. Et donc après, je voulais juste... j'aurais pu vous partager une dernière slide qui était en fait sur comment on peut structurer comment on peut vraiment construire une filière laine d'un point de vue très opérationnel en France aujourd'hui. Il y a plusieurs méthodes. Il y a bien sûr l'exemple de l'entreprise qui prend tout en main et qui intègre le modèle de filière dans son entreprise. Donc je ne vais pas prendre cet exemple-là. Je vais prendre notre exemple à nous, qui est un exemple de démarche collective, où finalement on se disait soit c'est l'étape de première transformation et ce sont les filatures de Creuse, il y en a 2 en Creuse, et bien ce sont elles qui achètent la matière et qui vont revendre pour tout le monde du fil tracé. On n'a pas réussi, donc ça a été refusé. 2, deuxième schéma, c'est ce que je viens de dire, c'est par exemple les manufactures tapisserie qui développent leur filière et qui internalisent tout et elles se débrouillent, elles ne sont pas motivées. Donc nous aujourd'hui, les NAMAC, on est en train de travailler main dans la main avec la coopérative d'élevage de Creuse, la plus grosse de Creuse, qui travaille d'ailleurs pas qu'en Creuse, elle travaille aussi en Haute-Vienne, limite Indre, Allier, c'est interdépartemental. Et finalement, c'est une coopérative qui, par chance pour nous, quand on est allé les démarcher, on avait ces 3 acteurs à démarcher, on a démarché les 3, et finalement, c'est la coopérative d'élevage. Alors que, comme on se l'est dit, ils ont des contraintes sur le prix, et bien finalement, c'est eux qui seraient intéressés pour prendre en main leur filière. Et nous, les NAMAC, à leur côté, on va prendre en charge, d'un point de vue financier, toutes les étapes de recherche et développement. Et une fois que le fil est bien identifié, donc par exemple ces 3 dernières années, on a testé une dizaine de fils, et bien ensuite, une fois qu'on a incubé cette recherche, on la transmet à la coopérative d'élevage en espérant que ce soit le plus sécure possible pour eux. Et ensuite, c'est cette coopérative qui, dans les 3 années qui arrivent, va se mettre à vendre, en tout cas rendre accessible de la matière disponible à la vente. Le schéma de vente n'est pas totalement encore clarifié. Les NAMAC jouera un rôle, comme on le joue pour le label des IG, plutôt sur les certificats d'origine des matières, pour se distinguer, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de produits made in France qui seraient finalement pas tellement attentifs à la traçabilité. Voilà, j'en dis pas forcément davantage. Je pense que là, vous avez la vision globale des contraintes, des opportunités, du jeu d'acteurs. Je suis disponible pour vos questions. Merci Géraldine. Je trouvais que finalement ça donnait aussi un éclairage concret sur cette complexité aussi du vivant dans un rapport aussi à des enjeux techniques. C'était assez éclairant. Je ne vais pas moi prendre la parole, mais savoir s'il y avait des remarques et des questions
sur cette présentation de cette filière laine. Bonjour, moi j'avais 2 questions. Est-ce que l'ANAMAC relationne parfois avec les éleveurs-éleveuses directement pour de la sensibilisation, avec des lycées agricoles peut-être, ou de la recherche? Alors oui, donc là c'est le moment réjouissant pour l'ENAMAC. On s'est longtemps pas trop intéressé à la partie amont, on s'est beaucoup intéressé à la partie aval. Et comme là on a enfin un partenaire clé qui est motivé, donc la coopérative d'élevage, ça veut dire que nous, il va y avoir la principale approche, enfin c'est vrai que je suis allée un peu vite, mais l'objectif de l'ENAMAC sera d'être aux côtés du réseau d'éleveurs qui va s'investir pour collecter, enfin pour tondre dans de bonnes conditions sa laine, pour pouvoir accepter aussi qu'en plus du coût de tonte, on aura un assistant au tri qui va permettre de pouvoir valoriser au mieux les laines disponibles, et dans une vision à moyen terme, ça va être hyper important pour nous aussi d'apporter ce tri, voire même des prélèvements de laine avec de l'analyse en laboratoire pour nous donner des marges de manœuvre de progression de qualité. Donc ça, c'est indispensable. Et du coup, le contrôle qualité que nous, on peut donner de manière très extérieure, l'objectif est bien de former les éleveurs et de monter en compétence sur nos départements sur le tri de laine. Donc la coopérative d'élevage s'intéresse à ce métier directement qu'elle souhaiterait internaliser. Donc vraiment, clairement, l'objectif, c'est la montée en compétence des éleveurs sur la qualité de leur laine et de cette coopérative à minima qui est totalement reliée aux éleveurs, parce que la coopérative, ce sont les éleveurs. Donc oui, on va aller dans les élevages, au contact des éleveurs, aux côtés du tondeur et de l'assistant tri, qui est le duo indispensable, le binôme indispensable pour une bonne récolte. Et on espère pouvoir mettre ça en œuvre dès la collecte de mai-juin de cette année. Et donc juste, et sur ça, tout à l'heure je suis passée aussi un peu rapidement sur le centre de formation. Donc l'ENAMAC met en place des formations et notamment des parcours certifiants avec des certificats. Et on espère pouvoir mettre en place assez rapidement un certificat sur l'expertise laine qui permettra aussi à un public d'éleveurs, par exemple, de mieux maîtriser sa matière au-delà des chantiers de tri où il pourrait participer, mais voilà, dans le cadre d'une formation professionnelle qui pourrait aussi, si ça part de l'ENAMAC, mais c'est un sujet qui intéresse plusieurs structures à l'échelle nationale, il est tout à fait possible que des lycées agricoles acceptent d'avoir un petit cursus laine. Je rêve pas, ça va pas devenir majoritaire, mais il est tout à fait possible qu'on aura certains lycées agricoles, et pourquoi pas dans des lieux où l'élevage ovin est prédominant, et bien qu'ils puissent qu'on réussisse à négocier des fenêtres d'intérêt pour les professeurs et les élèves. Merci. Ma deuxième question, c'était est-ce que vous aviez une idée de comment ça se passe pour nos pays voisins européens au niveau de ces enjeux de revalorisation en fait? Est-ce que c'est la même difficulté? Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de l'échelle européenne. D'ailleurs, je crois que j'ai la chance d'être dans un projet européen grâce à Arnaud Dubois. On n'en a pas encore parlé. Oui. Mais je pense qu'on est vraiment sur une thématique globale. À la fois, la filière laine a les mêmes problèmes dans les différents pays européens. Simplement, notre jeu d'acteurs, nos outils seront différents. Je pense à la Belgique. Eux, ils vont avoir encore un lavage industriel. Nous, en France, plus tellement. Enfin, on n'aura pas exactement les mêmes outils, mais on est confronté aux mêmes thématiques. Et je dirais, là, je ferai une ouverture aux autres matières naturelles, que ce soit le lin, la soie, le chanvre. Enfin, on va tous être dans des idées de on relocalise. Oui, mais comment? Attention, main-d'œuvre, attention, coût, attention, dangerosité. Enfin, on sera sur les mêmes thématiques. Merci. Merci. Des
remarques ou des compléments sur des points? Vous voulez dire que j'aurais inspiré une étudiante sur la laine? Ah, peut-être une deuxième. Bonjour. Moi, je voulais savoir du coup si l'ENAMAC se concentrait plutôt sur la transformation de la matière laine pour la création de fils, ou si elle projetait aussi, grâce au R&D, d'autres usages de la laine avec d'autres procédés techniques ou pas. Oui, complètement. Alors, nous, l'ENAMAC, on aimerait bien rester spécialiste du textile. Parce que c'est déjà beaucoup la filière laine textile, mais j'ai rapidement employé le mot du cluster laine Nouvelle-Aquitaine. En fait, ce réseau néo-aquitain est né de l'idée d'un partenariat fort entre la CCI et la Chambre d'agriculture du pays Bayonne, de la CCI Bayonne Pays Basque. Parce que eux, ils étaient au cœur d'un territoire ovin différent du nôtre, puisque nous, on était sur des races plutôt croisées, eux sur des races plutôt rustiques, même si on a la brebis limousine sur le plateau de 1000 vaches. En fait, de par leur localisation, du fait qu'ils soient sur des laines très rustiques, donc parfois, quand je dis rustique, c'est l'épaisseur de la fibre, mais c'est aussi sa longueur. Et en filature, vous avez besoin d'une fibre de 6-7 cm. Sur une race rustique, vous avez parfois des longueurs de mèche qui vont rendre impossible une transformation en filature. Et donc, cette CCI, avec sa chambre d'agriculture, sont depuis 4-5 ans devenus spécialisés de l'hygiénisation de la laine pour une transformation en granulés de laine. Et donc, on est vraiment clairement sur l'objectif par ce réseau d'entreprises, donc ce cluster, d'apporter un accompagnement textile avec l'ENAMAC et de la R&D sur tout ce qui n'est pas textile, avec l'investissement à nos côtés de cette CCI et de leur chambre d'agriculture. Donc par exemple l'hygiénisation, qui paraît peut-être un mot là aussi technique. Je vous expliquais tout à l'heure que la réglementation sanitaire ne permet pas à un éleveur de mettre la laine dans son champ, alors que la laine est riche en azote et serait un engrais plutôt intéressant. Eh bien, on aimerait pouvoir soutenir la filière laine par la commercialisation, pas nous directement, hein, mais faciliter l'ouverture de la commercialisation de granulés de laine. Sauf que actuellement, avec la réglementation, n'est pas possible la commercialisation de granulés de laine sans passer par une étape d'hygiénisation. Donc en fait, ça revient à une montée en température. On ne lave pas la laine. On veut garder de la matière organique, mais on veut monter en température pour qu'il n'y ait plus de flore microbienne. Voilà. Sauf qu'en fait, pour l'instant, on n'y arrive pas. Et ça se trouve, monter en température à plus de 100 degrés pendant plusieurs minutes, ça se trouve, c'est encore plus à la fois énergivore et plus coûteux que laver de la laine. Voilà. Donc, bon, c'est l'une des voies. Il y en a d'autres, heureusement. Notamment tout ce qui va être paillage, géotextile. Je ne parle pas non plus d'isolation en laine dans les bâtiments, parce que là, on a un petit prédateur qui s'appelle la mythe qui nous fait drôlement peur. Mais on espère vraiment trouver d'autres voies. Je pense aussi au calage. Plutôt que d'avoir que de la mousse, on pourrait aussi avoir du calage en laine. On a plein de marchés qui ont été oubliés. Enfin, je pense des instruments de musique, je pense sur tout ce qui est selle de cheval. Enfin, bref, il y a plein de potentiel, mais il y a aussi tout ce qui est filtration océanique, où on sait que la laine, elle peut être hyper intéressante. Il y a aussi la fixation des dunes, donc on a tout le littoral néo-aquitain qui va nous intéresser. Enfin, on croise les doigts pour qu'on ait d'autres valorisations que le textile, parce que nous, on a fait une petite étude en mettant en face cette filière textile et ce volume en laine produit annuellement. Et on pense que la filière textile, elle est capable
d'écouler 10% de laine, guère plus. Donc c'est indispensable de trouver d'autres débouchés. Merci. Je pense qu'on arrive au bout de l'échange. Merci beaucoup Géraldine.